Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. L'Hebdo des marchés est un podcast sponsorisé par eToro. C'est un podcast de rentrée, hein. Nous sommes le jeudi 28 août 2025 et, eh bien, comme à chaque fois, j'ai l'honneur d'être avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans ce contexte voilà, de plus en plus chaud. On vous l'avait annoncé pour un peu plus tard, mais finalement ça commence dès la fin août. Donc voilà, évidemment ça sera les sujets de la semaine et ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été et pris des forces parce que ça va être chaud pour la rentrée, hein. Oui, oui, on l'a vu, hein, notamment avec ce discours de Bayrou, hein, qui est intervenu là, en début de semaine. Alors justement, le sommaire, je t'en prie Marc, quelles sont les Oui, parties que tu voudrais développer? alors en fait, voilà, je vous propose effectivement trois parties aujourd'hui d'un point de vue économique. D'abord, évidemment, cette crise française qui revient, la crise de la dette publique. M. Bayrou, effectivement, risque de perdre son poste finalement le 8 septembre. On verra ça dans le détail. Et c'est très intéressant de voir que les marchés commencent à s'inquiéter, bien entendu. Là, bon, ce matin, ça se calme un petit peu, mais quand même, les taux longs ont augmenté. On verra ça dans le détail. Donc, il y a un risque de krach obligataire. Premier grand point. Premier grand point. Deuxième grand point, l'activité économique, notamment en France, bien sûr, mais également dans la zone euro et aux États-Unis, on a les indicateurs avancés, on voit qu'aux États-Unis, ça va plutôt pas si mal que ça. La croissance résiste bien, alors que chez nous, c'est très mou, voire en France, c'est toujours en récession. On verra ça dans les détails tout à l'heure. Et puis, troisième point, je pense que c'est le grand thème de la rentrée également, plus international, c'est l'inflation américaine qui est repartie à la hausse, qui repart d'ailleurs durablement à la hausse. Pourtant, la Réserve fédérale américaine dit qu'elle va quand même baisser les taux d'intérêt. Donc, elle va obéir à Donald Trump, hein, finalement. Donc, est-ce que c'est justifié? On verra ça là aussi tout à l'heure. Et Oui, en toi, bien dernière sûr, tu vas parler partie. des marchés, comme d'habitude, bien Voilà, en entendu. dernière partie, c'est vrai qu'on va aborder ce qui s'est passé au mois d'août, hein, finalement, un mois d'août qui était assez tranquille sur les marchés, hein. Il n'y a pas eu le krach on pouvait attendre. On va parler également de Nvidia qui a publié ses résultats hier et on verra un petit peu comment cela s'est passé. Alors Marc, je t'en prie, tu peux démarrer notamment sur cette rentrée politique française Voilà, qui est tout à très fait. Alors, mouvementée. déjà, pour faire très simple, en fait, ce qu'a annoncé M. Bayrou, c'est, je dirais, là, un vote de confiance, hein, pour le 8 septembre. Donc, c'est-à-dire que si, effectivement, il n'a pas la majorité relative, uniquement des présents, ça, c'est très intéressant parce que ce n'est pas la majorité absolue. C'est-à-dire qu'il faut effectivement une majorité relative sur les présents qui seront là le 8 septembre à l'Assemblée nationale. Donc, s'il y a une majorité qui vote la confiance, il continue. Si, par contre, il y a une majorité qui n'est pas pour cette confiance, là, il doit démissionner. Et quand on fait la somme effectivement des votes en présence, ceux qui ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre cette motion entre guillemets de censure, mais c'est plutôt une motion de confiance entre guillemets, et bien à ce moment-là, pour l'instant, il y a effectivement une large majorité contre cette confiance. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement Bayrou pourrait sauter, donc démissionner dès le 8 septembre. Et donc, ça crée bien sûr de l'incertitude. On voit sur les marchés, c'est un premier graphique sur les taux d'intérêt à 10 ans, donc qui ont augmenté. On est monté même à 3,52% hier. Donc là, ça rebaisse un petit peu, mais on reste autour des 3,5%. Donc j'ai fait un petit focus également sur la courte période pour vous rappeler que quand on a vu justement la mention de censure avec M. Barnier, on était monté, donc c'est le graphique suivant, on était monté à 3,6%. Donc après, il y avait le climat sur évidemment le budget 2020, le budget 2025. Là, on remonte à quasiment 3,6. Donc, pour l'instant, ça se calme. C'est-à-dire que globalement, on voit que cet allemand, la BCE est intervenue pour calmer un petit peu le jeu. Par contre, ce qui est très important de voir sur le graphique suivant, c'est que le spread de taux, évidemment, s'élargit. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne s'élargit. On a touché hier les 80 points de base d'écart de taux d'intérêt. Donc, sur ce graphique, on le voit, la courbe rouge, c'est la France, la courbe jaune, c'est l'Allemagne. Donc là, on est à 2,70 sur le taux, disant, allemand, 3,50 donc sur le taux français. Voilà, il y a 80 points de base donc d'écart. Donc ça montre bien qu'il y a aujourd'hui, les investisseurs s'inquiètent. Ils se disent, ben voilà, la France devient dangereuse. Donc la valeur refuge, ça reste quand même malgré tout l'Allemagne, même si ça va mal aussi en Allemagne. Donc c'est ce qui fait qu'on a cet écart de taux qui se creuse. Et on a eu hier notamment le Wall Street Journal, hein, qui nous a quand même annoncé une très grande inquiétude des investisseurs américains. Donc ça, c'est quand même nouveau parce que beaucoup me disent non, mais ça va, la France, c'est pas grave, on s'en occupe pas trop. Là, que le Wall Street Journal, justement, ait fait sa chronique sur le dérapage de la France, ça montre bien que ça y est,
le monde commence à comprendre que la France est vraiment en danger. D'ailleurs, regardez sur le graphique suivant, l'écart de taux d'intérêt avec le Portugal, on est monté à 35 points de base au plus haut. On n'avait jamais vu ça, 35 points de base, donc de taux d'intérêt supérieur en France par rapport au taux d'intérêt à 10 ans du Portugal. Même sur l'écart avec le taux italien, il est toujours supérieur au nôtre, mais il n'y a plus que 10 points de base d'écart. Donc ça montre bien que là aussi, la défiance s'installe sur la France. J'ai fait un petit dernier tableau sur justement l'écart de taux d'intérêt avec le taux d'intérêt à 5 ans. Donc c'est les niveaux d'hier quand j'ai fait les slides. La France est bien numéro un, malheureusement, en termes de taux d'intérêt. Donc sur les obligations d'État à 5 ans. Donc devant l'Italie, devant la Grèce, devant la Belgique, enfin, devant tout le monde finalement. Donc on voit bien que cette crainte est en train de s'installer aujourd'hui en France. Et alors évidemment, si après le 8 septembre, il y a cette démission, donc ensuite phase d'incertitude, que va-t-il se passer, des nouvelles élections législatives, donc c'est-à-dire une dissolution de l'Assemblée, un nouveau Premier ministre qui ne réussira pas à faire là aussi voter un budget, ou alors une démission du président. Enfin bon, il y a beaucoup d'incertitudes, donc la France entre dans une crise politique assez grave qui aura bien sûr des conséquences pour l'ensemble des Français, mais également pour l'ensemble de la zone euro. Puisque là aussi, on voit bien que ben voilà, l'Allemagne se démarque un petit peu de ce qui se Mm. passe en France. Donc, c'est de nature justement à créer pas mal de tensions pour le début septembre et également octobre. Alors justement, c'est intéressant ce spread France-Allemagne, hein, de 80 points de base parce que c'était exactement le même niveau il y a un an lors de la dissolution au mois de juin, ce qui fait que le marché obligataire price finalement bah, une nouvelle crise politique comme l'année dernière, quoi. Ah ouais, tout à fait. Mm. Tout à fait. Alors, le pire de ça, c'est qu'effectivement, l'augmentation des taux d'intérêt va coûter sur la charge d'intérêt de la dette. Donc là, on voit effectivement les chiffres. Ça, c'est ça le vrai danger. Parce que on me dit, j'entends parfois des économistes, hier encore, je faisais un débat sur BFM TV avec M. Coquerel, la DLFI, qui dit non, mais la dette, ça coûte rien. Non, mais attendez, évidemment que ça coûte. C'est-à-dire, ça nous coûte 70 milliards d'euros juste Mm. de charge d'intérêt de la dette chaque année. Et regardez bien, sur 15 ans, ça coûte à peu près 1000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? 1000 milliards d'euros jetés par les Mm. fenêtres sur les intérêts de la dette. Et ça, c'est avec des taux d'intérêt d'hier. Maintenant que les taux d'intérêt sont en Mm. train d'augmenter, évidemment, ça sera encore pire. Mm. Donc voilà, il faut que ça s'arrête. Donc là, il faut stopper l'hémorragie, mais malheureusement, ça va continuer. Je pense que les taux longs français peuvent monter effectivement à 4% assez rapidement. Donc ça, c'est quand même très dangereux. Et alors, je pense que c'est le deuxième point, ça ne va pas arranger la situation économique. Parce que là, je sais quelques graphiques, donc les indicateurs avancés qui Mm. viennent de sortir sur la France. L'indicateur INSEE du climat des affaires, qui reste toujours en zone de récession. Donc on a eu une croissance un petit peu artificielle tirée par la formation de stock. Maintenant, ça va évidemment repartir à la baisse. C'est ce qu'on voit également sur le graphique suivant avec l'indicateur des directeurs d'achat. Ça a remonté un petit peu au mois d'août, mais on reste toujours sous la barre des 50, donc toujours en zone de récession. Si on se compare à ce qui se passe notamment dans la zone euro, on est passé là légèrement au-dessus des 50, à 51 exactement, mais néanmoins, vous voyez bien que c'est une croissance autour des zéros, hein, entre 0 et 1%. Donc ça ne fera pas des miracles. Donc on aura 0,5% de croissance en France, autour des 1% dans la zone euro. Donc ça reste particulièrement faible. Et si on voit ce qui se passe maintenant sur le graphique suivant, c'est-à-dire aux États-Unis, eh bien là on voit que bah, par contre là il y a une croissance forte. C'est vrai que c'est la bonne nouvelle parce que beaucoup estimaient que l'économie américaine allait s'effondrer avec les droits de douane, etc. Il y a eu évidemment un petit coup de semonce au mois d'avril, comme vous le savez, mais néanmoins, regardez, au mois d'août, 55,4 sur l'indicateur des directeurs d'achat, donc le PMI composite, c'est-à-dire tout secteur d'activité, donc un plus haut depuis décembre 2024. Après, il faut remonter à avril 2022 pour trouver un plus haut. Donc ça Mm. montre bien que ça reste un niveau extrêmement fort. Et donc on voit que la croissance américaine devrait redémarrer. Donc ça, c'est plutôt un bon signe, tant mieux pour eux, bien entendu. Donc ça résiste bien. Et si on regarde justement l'écart de croissance entre les États-Unis et la zone euro, ça s'élargit également. Donc là, la courbe bleue, c'est aux États-Unis, indicateur des directeurs d'achat. La courbe rouge, c'est dans la zone euro. On voit bien qu'il n'y a pas photo, hein. On a une croissance américaine nettement supérieure à la croissance de la zone euro. Donc, ce qui veut dire que, évidemment, l'euro devrait repartir à la baisse. Il baisse un petit peu. Alors, si on regarde, si on réfléchit de façon froide, entre guillemets, on a une crise en France et dans la zone euro. On Mm. a donc un écart de croissance à l'avantage des États-Unis. On a un écart de taux d'intérêt à l'avantage également des États-Unis et du dollar. Donc, le dollar doit s'apprécier. Donc, Mm. pour l'instant, ça tarde un petit peu, mais on aura certainement une phase d'appréciation. C'est vrai que le problème, c'est Donald Trump qui nous dit, non, bon, lui qui veut toujours un dollar faible, et surtout, eh bien, il veut que la Fed baisse les taux d'intérêt. Donc c'est le troisième point qu'on va évoquer, évidemment, parce Mm. que le grand danger, bien entendu, aux États-Unis, c'est l'inflation.
c'est-à-dire qui a redémarré, hein. Donc, vous voyez, quelques chiffres. Bon, c'est pas dramatique. On est à 2,7% d'inflation. C'est la courbe bleue, le glissement annuel des prix à la consommation. Si on regarde depuis janvier 2021, quand même une hausse de 23,5% donc des prix à la consommation, c'est quand même pas rien, hein. C'est la courbe rouge. Vous voyez il faut le supporter. D'ailleurs, j'étais aux États-Unis cet été. Je peux vous dire qu'on se rend bien compte que les prix sont très élevés. Il y a une très forte augmentation, notamment sur l'alimentaire. Et donc, si on regarde le graphique suivant sur l'inflation également hors énergie et produits alimentaires, vous voyez, on est au-dessus des 3%. Donc, 2,7 sur l'inflation globale, 3,1 sur l'inflation hors énergie et produits alimentaires. Donc, ça, c'est vraiment l'inflation intrinsèque. Donc, ça veut bien dire que comme il y a une croissance forte, des salaires qui augmentent, le chômage qui reste faible, on a évidemment une inflation qui va rester élevée. Alors, encore plus grave que cela, indicateur avancé de l'inflation, c'est le graphique suivant, ce qu'on appelle les prix à la production. Vous voyez, c'est la courbe rouge ici. Donc, on est monté à 3,3% au mois de juillet. Et sur l'inflation des prix à la production, donc hors énergie et alimentation, on est à 3,7%. Donc, ça commence à inquiéter. C'est-à-dire que ça veut dire que l'inflation demain va rester élevée aux États-Unis. Donc, elle va rester autour des 2,7, voire des 3%. Et je vous rappelle que l'objectif de la Réserve fédérale américaine, c'est 2%. Ce que je mets sur le graphique suivant, vous voyez, si on peut le voir, effectivement, on a une inflation donc, qui est à 2,7, qui va certainement remonter même à 3% dans les prochains mois, alors que donc l'objectif de la Réserve fédérale, c'est 2%. Et donc, bien sûr, là, M. Powell a annoncé qu'il allait quand même baisser les taux d'intérêt. Ça fait un petit peu désordre, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui augmente et il va baisser les taux d'intérêt. On a compris, il veut faire plaisir à Donald Trump, hein, qui met la pression justement pour une baisse des taux d'intérêt, mais ce n'est pas justifié d'un point de vue économique, d'un point de vue de l'inflation. Donc attention à la crédibilité également de la Réserve fédérale. Donc il faut être très prudent. Donc il va peut-être baisser une fois les taux d'intérêt pour faire plaisir effectivement à Donald Trump, mais ça n'ira pas plus loin. Donc attention, pour ceux qui comptent sur une forte baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, ça ne se produira pas. Donc là aussi, avantage quand même malgré tout au dollar, puisque la BCE évidemment, on ne va pas remonter les taux d'intérêt dans le contexte actuel, peut-être elle pourra même les baisser encore une dernière fois, alors que la Réserve fédérale va faire une petite baisse peut-être une fois ou deux maximum, hein, de 25 points de base, et à ce moment-là, évidemment, le dollar pourra repartir à la hausse. Donc c'est quand même, vous voyez, pour la rentrée, pas mal de dangers qui sont là, que ce soit en France, au niveau de la zone euro, au niveau également de l'inflation américaine, donc de l'euro-dollar. Donc il faut être quand même extrêmement prudent, d'autant que, comme tu l'as bien dit, les marchés n'ont pas dévissé ce mois d'août, tant mieux, hein, mais ça veut dire que on reste sur des niveaux extrêmement chers, et donc toute inquiétude pourrait déraper. On l'a vu sur le CAC 40 hein, cette semaine, qui a quand même pas mal dérapé, justement dans le sillage des annonces de M. Bayrou. Donc, quand même, grande prudence pour septembre-octobre sur les marchés boursiers. Justement, Marc, concernant la Fed, je vais revenir là-dessus, parce que on a vu qu'il y avait une cacophonie, puisque Donald Trump souhaite comment dire, un des gouverneurs de la Fed se démissionne ou même veut la virer, hein, si on peut dire comme ça. Est-ce que justement, s'il va placer des gouverneurs qui souhaitent plutôt baisser les taux d'intérêt, est-ce que justement, ça va pas entraîner plutôt une phase, enfin un cycle de baisse de taux? Alors attention, encore une fois, c'est-à-dire que la Réserve fédérale américaine, elle est indépendante. C'est-à-dire que même Oui, si ça c'est effectivement on sur a le papier, des mais. personnes, je dirais, qui sont un petit Hmm, peu marquées, c'est quand même des gens responsables. Vous voyez, donc ça serait très dangereux également hein, pour la crédibilité de la Réserve fédérale. C'est-à-dire que si effectivement la Réserve fédérale baisse fortement les taux d'intérêt, ça pourrait être hmm, effectivement contre-productif. Sinon, on hmm, pourrait dire la Réserve fédérale n'est plus indépendante, hmm, on perd en crédibilité, et à ce moment-là, ça pourrait générer une augmentation des taux longs. Parce qu'on se dit, si hmm, effectivement la Fed baisse trop les taux d'intérêt et que l'inflation continue d'augmenter, ben, les taux des ouais, obligations d'État vont repartir à la hausse. hmm, Donc là, faut être extrêmement prudent. Donc je pense que même s'il y a des changements, la Réserve fédérale doit rester crédible. Elle est quand même indépendante malgré tout. hmm. Donc là, je pense que c'est un peu la démarche de Jérôme Powell qui dit à Trump, écoutez, je vais vous faire plaisir quand même, on va quand même baisser les Hmm. taux, mais bon, il Il faut a être... tenu longtemps quand même, hein. Oui, Il a tenu c'est six vrai, mais mois, 8 mois, mais. ben oui, mais Hmm. surtout, non, mais surtout l'importance, et je pense que Donald Trump peut le comprendre, c'est la crédibilité. Et Oui, donc, oui, si effectivement la croissance américaine redémarre, Donald Trump n'aura pas besoin donc de faire pression sur hmm. la Fed pour baisser les taux. Lui, ce qu'il voulait, c'est que la croissance redémarre. Mais si elle redémarre, on vient de le voir, elle redémarre aux États-Unis, donc à ce moment-là, il n'y a pas de raison de baisser les taux. Oui, bien sûr. Donc, même lui devrait se calmer et arrêter de mettre la pression sur les Hmm. gens de la Fed pour baisser les taux. Donc ça, Ouais. j'espère qu'il va le faire quand même, parce que là, on ne peut pas continuer comme ça, sinon, là, Hmm. c'est vraiment le paradigme économique américain, c'est-à-dire la Réserve fédérale doit être crédible. Si elle n'est pas crédible, alors là, évidemment, s'il n'y a plus de gardien du temple, eh
bah, ça s'effondre. Mais c'est Donc, vrai il faut qu'elle quand en même prend très un prudent. petit coup de crédibilité avec ce qui se passe actuellement, ça c'est sûr. Complètement, complètement. Et le Et marché, c'est pourquoi aussi le dollar ne ouais. remonte pas, hein, il reste faible parce qu'on se dit, attendez, est-ce que la Réserve fédérale ne va pas baisser fortement les taux d'intérêt? Mais Mm, elle va le faire, mais elle ne pourra pas aller trop loin. Sinon, évidemment, ça sera ça sera l'effet inverse et ça nuira à la crédibilité, ça fera remonter les taux longs et donc ça cassera l'activité mm. américaine. Donc voilà, il faut simplement faire de la pédagogie et je pense que Donald Trump le comprendra lui aussi. Alors justement, le marché price à 85% une baisse de taux, hein, pour la prochaine réunion, et qui sera le 17 septembre. Donc évidemment, on suivra ça avec grande attention. Alors maintenant, on va terminer, bah, comme d'habitude avec les marchés financiers. Alors un mois d'août finalement assez tranquille. Alors on l'a pas terminé, hein, il reste encore 2 séances. Mais quand on regarde ce qui s'est passé lors de ce mois d'août, eh bien, on voit que, bah, à part le CAC 40, tous les autres indices, les grands indices mondiaux, ont performé. La deuxième colonne, hein, sur le performance sur un mois. On a même un plus 5% pour le Russell 2000, hein, qui est l'indice des small mid et small caps aux États-Unis, plus 3 pour le Nasdaq. Le S&P 500 tutoie ses records historiques. On a de nouveaux records historiques, hein, pour les trois principaux indices américains. En revanche, effectivement, on a eu, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, un CAC 40 qui a dévissé cette semaine, qui a moins 2,5 sur la semaine, euh, moins 1,16 sur le mois, car effectivement, il y a cette instabilité, cette crise politique qui s'ouvre en France et donc potentiellement, bah, de baisse de marché qui pourrait arriver. C'est très important parce Ouais, qu'effectivement, on pourrait se dire, tu vois, le CAC 40, 80% des profits, des chiffres d'affaires à peu près, vient de l'étranger. Donc on pourrait se dire, bon, bah, ce qui se passe en France, ça ne concerne pas trop le CAC 40. Sauf que là, ça montre bien qu'il y a un risque France tout qui à est en fait. train de s'installer. C'est-à-dire que quand je dirais les gérants de patrimoine mondiaux, évidemment, les grands gérants, Mm, décident de leur allocation d'actifs, bon, bah, ils se disent sur quoi on va investir, les obligations, les actions, bon, je simplifie bien entendu, etc. Et puis après, dans les actions, ils disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on va mettre en premier? Et là, maintenant, on voit bien que le CAC 40 arrive en dernier, puisque même la bourse mm. allemande a beaucoup moins baissé que la bourse française, par Oui, exemple. tout à fait. Donc, ce qui veut dire qu'au-delà du marché américain qui performe bien, comme tu l'as bien montré, on a quand même une situation où la France inquiète. Tu vois, Mm, et donc, dans la pondération, aujourd'hui, les investisseurs se disent, oula, la France, même si effectivement le CAC 40 il dépend beaucoup du monde et pas que de la France, mais il y a quand même un risque France qui est là, parce que là, on est quand même à la veille d'une crise politique, je pense, sans précédent. Et la France est quand même, malgré tout, la deuxième puissance européenne. Donc, ça compte. Et mm. Pour sachant qu'on a l'instant. également soit 54% de notre dette qui est détenue par des investisseurs étrangers, à peu près 10% d'investisseurs américains. Et oui, donc ça peut là aussi être très compliqué pour la suite. Et donc la France Ouais. peut générer, peut être, je dirais, ce déclencheur d'une crise boursière mondiale. En tout cas, l'année dernière, lorsqu'il y a eu la dissolution, le CAC 40 avait perdu sur la semaine plus de 6%. Donc pour l'instant, on n'a pas la dissolution, mais attention quand même. Alors, je voulais parler d'NVIDIA, parce qu'NVIDIA, bon, c'est quand même la première entreprise mondiale, hein. C'est 4000 milliards de valorisation. Des résultats qui sont toujours aussi impressionnants, mais le marché est de plus en plus exigeant. Il s'est habitué finalement à ces excellents chiffres. Alors, je le rappelle, quand même, un chiffre d'affaires qui est encore en hausse de 54%, hein, sur le trimestre, 46 milliards de dollars. Un bénéfice par action aussi qui est supérieur aux attentes. En revanche, effectivement, c'est la division data center, alors qui représente qu'à 90% du chiffre d'affaires, qui a manqué de peu les attentes pour le deuxième trimestre consécutif. Et la Chine aussi, qui a été un important sujet de discussion lors de la conférence de presse, hein, du CEO de Nvidia, puisque eh bien, les puces H2O sont interdites en Chine. Donc la Chine ne peut plus acheter ces puces. Il y a aussi des petits ralentissements sur les puces Blackwell. Donc c'est pour ça que le titre est sanctionné. Alors, moins 3,5 en préouverture, c'est pas non plus la Bérésina, mais il faut savoir que quand même le titre progresse de 90% depuis le 8 avril. C'est tout simplement incroyable. C'est largement supérieur à toutes les autres 7 magnifiques, hein, qui sont entre 10 ou 20% de hausse. Là, on est à 90% sur 5 mois. Donc on voit que il en fallait beaucoup plus pour que le marché achète encore le titre. Là, on est finalement au niveau des attentes, un peu inférieur, un peu supérieur, mais du coup, on va prendre des bénéfices sur le titre. Ça paraît assez logique. Et je pense, personnellement, je pense on peut même baisser un peu plus, on peut prendre un peu plus de bénéfices, car maintenant que les résultats sont dévoilés, eh bien, les investisseurs
vont quand même prendre une partie de leurs bénéfices, hein, qui est quand même incroyable sur même encore plusieurs années, hein. Le titre a fait x5 en l'espace de 2 ans et demi. Donc en fait, voilà, il y a un moment où ça va s'arrêter. Mais juste pour rappel, en 2020, le chiffre d'affaires de Nvidia annuel était de 11 milliards. Il est aujourd'hui de 200 milliards. Donc un chiffre d'affaires qui, en 5 ans, a littéralement explosé. Ouais, bravo à eux quand même, parce que Mm. ça montre bien que bon, il y a quand même une réalité économique derrière. C'est vrai que Oui, bon, la flambée de tout à 90%, fait. c'est un peu beaucoup, mais il y a quand Ouais. même une réalité économique de chiffre d'affaires, de profit. Donc bon, tant mieux pour eux, bravo à eux. Mais les arbres ne montent pas au ciel. Donc voilà, Oui, oui. faut savoir prendre ses bénéfices régulièrement, C'est ça. quitte à ce que ça redépart après. Moi, je pense que là aussi, soyons quand même très prudents. Voilà, septembre, octobre, ça va être très très chaud, hein, Mm. sur les marchés au sens large, Mm. avec beaucoup de volatilité. On pourra ensuite racheter à des bons prix, mais il faut être extrêmement prudent sur les prochaines semaines. Mm. Je vais juste terminer avec les crypto-monnaies. On a un Ethereum, hein, qui lui est au niveau plus haut historique, 4 800 dollars. Donc on a une très très belle hausse, hein, depuis mi-mai. Et en revanche, le Bitcoin, lui, est revenu tester une zone de prix à 110 000 dollars. Donc après avoir fait un peu historique à 125 000, on est revenu tester les 110 000 et on rebondit sur ce support. Donc pas d'inquiétude pour l'instant encore sur les cryptos qui performent et qui surperforment largement les marchés traditionnels, hein. Voilà. Parfait, ben voilà, donc ce sera un plaisir d'être avec vous pour vous accompagner encore pendant cette phase de tempête. Mais Mm, bon, il ne faut pas l'oublier, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Voilà, donc gardons l'optimisme malgré tout. mm. Mais voilà, ce Et sera le mot de soyons la fin. réalistes. Et c'est vrai que beaucoup me C'est- disent, ah ben, voilà ce que vous avez dit est en train d'arriver. Voilà, donc je ne vais pas Oui, me féliciter, mais c'est vrai que c'est globalement, vrai qu'on voilà, l'avait annoncé que il faut que de oui, tout à temps fait. en temps, on retrouve la réalité économique. Donc c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Mm, Donc finalement, tant mieux. mm. Bah, merci Marc, Avec et plaisir. merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit à dans 2 semaines pour un À dans nouvel 2 semaines, bonne épisode. continuation. À très bientôt. Bons Salut, investissements. ciao.